trop d'attentes qui ont été placées envers ça? Est-ce que les gens se sont emballés peut-être un peu trop vite? Je me disais que même si la nouvelle date de quelques jours, ça valait la peine d'aller parler un petit peu avec le président des Métallos, Marc Maltais, pour essayer de comprendre comment tout ça s'était passé. Marc est au bout du fil ce matin. Bonjour. Bon matin. Les gens en ville ont pris ça dur, Marc. Hein? Tu as dû sentir aussi, il y a une certaine déception là, due au fait que les négociations ont achoppé assez rapidement. Bon, je te cacherai pas que moi-même, j'ai été déçu, puis comme une partie du membership, je te cacherai pas que, bon, on connaît les stratégies de Rio Tinto, ils ont négocié ailleurs aussi, puis on savait qu'il y avait des possibilités qui nous ramènent à la table, dans le fond, puis qui nous renvoient après ça, puis qui viennent voir la température de l'eau un peu, mais c'est sûr que je me serais pas rendu à la table de négociation sans attente aucune. Quand le conciliateur nous a demandé, d'un côté comme de l'autre, si on était prêts justement dans notre cas, nous autres, à revoir des demandes, justement, à peut-être même voir de la sous-traitance s'il n'y en avait pas. On a dit oui, on est prêt au vert, on l'a toujours déclaré, ça. Puis quand la compagnie nous a dit que oui, elle était ouverte, elle aussi, à ajouter des protections où il n'y en avait pas par rapport à son offre finale, on s'est dit, tiens, voilà un signe encourageant, puis c'est pour ça qu'on s'est démontré ouvert à les négocier. Maintenant, on a été surpris d'entendre le surlendemain Étienne-Jacques dire qu'il ne bougerait pas sur la sous-traitance. Là, on s'est dit, oups, c'est un message qui est vraiment discordant avec ce qu'on entend à la table de négociation. Mais en tout cas, on va y aller pareil. Bon, ben, ce qui est arrivé, je pense que vous connaissez la suite, c'est qu'effectivement, je pense que c'était... En tout cas, l'analyse, j'en fais qui est bien personnelle, c'est que Rio Tinto, dans le fond, avait aucun désir de négocier pour vrai, là. Ça c'est... puis je vous dirais même que la rencontre qu'on a eue la dernière, le point de presse qu'on a appris, c'est que le point de presse avait même été convoqué dès 9 h le matin. Donc, l'après-midi était, selon moi, tracé d'avance, là. Là, c'est vrai, Marc, qu'à un moment donné, vous vous levez, vous sortez de la salle, et première nouvelle que vous avez par les médias, c'est que RTA ne retourne pas à la table de négo. En fait, je l'ai appris par RDI. Moi, un coup qu'on s'est laissé, bon, c'était clair que l'offre qu'on faisait, dans le fond, intéressait pas notre vis-à-vis. Mais bon, on s'est pas entendu sur un calendrier qu'il y avait à faire, là. Dans le fond, le retour que l'on avait était celui-là. Mais pour nous autres, bon, c'était une tentative qui a échoué, mais ça ne mettait pas fin en soi le processus de négociation. Maintenant, bon, j'ai été appelé par RDI qui nous annonce qu'en point de presse, Rio Tinto déclare que les négociations étaient rompues. Donc, j'ai même posé la question, c'est-tu vraiment les termes qu'ils ont utilisés? Elle dit oui. Ben, fait qu'effectivement, j'ai appris la rupture de nos négos à travers les médias, je dirais, comme vous autres. Fait que... C'est pas normal, là. Non, c'est pas normal. En fait, c'est pas normal. C'est pas normal dans une type de négociation, je dirais qu'on est habitué. Maintenant, pour cette multinationale-là, je te dirais que les stratégies qu'ils utilisent, ils sont connus et reconnus, là. Dire qu'on a été surpris vraiment que c'est comme ça que ça se passe, pas tellement. Puis je te dirais même que des prochains retours aux tables de négociation, que je te dis, ils ont l'habitude d'en faire plusieurs, des in and out comme ça, là. Okay. Donc, mais non, je te dirais que ce qui est pas normal là-dedans, c'est de faire croire à l'autre partie que tu es intéressé à négocier. Quand c'est pas le cas, quand tu veux pas bouger, je pense que le respect le plus minimum, c'est de l'assumer que tu veux pas bouger. Comme ça, tu crées pas d'attente à personne. Fait que ça, je trouve pas ça normal. C'est comme le désir de négocier. C'est pas des rencontrer qu'on veut, nous autres. C'est qu'ils modifient justement leurs offres finales qui ont été refusées, là. C'est ça qu'on désire. En fait, puis on espère avoir un comportement un petit peu similaire au nôtre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a apporté là? On aurait été très étonné que ça soit accepté dans sa forme intégrale. Mais au moins, bon, ça pave la voie à des discussions. Mm-hmm. On va essayer d'explorer, trouver des solutions qui vont convenir aux deux. Mais je pense qu'effectivement, là, c'est un petit peu comme un convoyeur à insuccès, cette dernière rencontre-là. Là. Dans le fond, tout était dressé à l'avance. Puis, dans le fond, pourquoi? Est-ce que c'est parce que Rio Tinto avait un petit peu l'air fou quand ils se sont lamentés que j'étais parti à l'étranger qu'ils ne pouvaient pas négocier? C'est-tu pour ça qu'ils sont venus se rasseoir? C'est-tu pour garder une bonne image? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a jamais eu de réelle négociation dans tout le processus des derniers jours. Je suis pas le seul en ville, Marc, à avoir peur que, justement, le fait que vous soyez parti de la table de négociation, là, on reparte de l'autre côté, excuse l'expression, sur une chire de négatif. J'ai comme peur là, que le fait que les négociations aient achoppé à ce moment-ci, ça nous replonge peut-être dans d'autres mois et que les échanges pas très, très flatteurs de part et d'autre repartent. Ah, écoute, j'ai une crainte, moi aussi je crains que, dans le fond,
qu'il y ait une cristallisation des positions. C'est pour ça que dans l'émotivité, dans des dossiers comme ceux-là, je pense pas que ça soit un très bon ami. Moi, je pense que c'est important de garder la porte ouverte aux négociations. Puis faut faire attention justement à notre vis-à-vis. Il y a personne qui va avoir l'air fou là. Donc c'est pour ça que tu sais toutes des questions qui interfèrent dans nos dossiers inévitablement. Quand la compagnie disait que avoir une manifestation, c'est pas de nature à rapprocher les partis. En tout cas, en ce qui nous concerne, le lock-out est toujours maintenu et pourtant, on met notre émotivité de côté et on y va négocier alors qu'on exerce le plus grand rapport de force. Puis si je prends l'actualité des derniers jours aussi, je ne cacherai pas que je trouve même scandaleux. On regarde ce qui se passe avec mon confrère Pierre Simard d'Énergie électrique. Un président de syndicat, une organisation ne peut même plus, dans le fond, utiliser des données publiques puis participer au débat. Est-ce que ça, c'est de nature à favoriser des rapprochements, Marc? Si j'utiliserais la logique de Rio Tinto, je te dirais pas pantoute. Pendant qu'on nous autres, on veut négocier, tu veux museler un syndicat qui est un syndicat frère, un syndicat qui nous appuie, quelqu'un qui veut faire les débats? Non, je pense pas que ça serait de nature. Mais encore là, il faut mettre notre émotivité de côté. Ouais. Les gars d'Énergie électrique savent qu'on est derrière eux autres, puis Pierre, mon ami Pierre sait que je suis derrière lui aussi, puis qu'on le laissera pas tomber. Mais non, c'est pas de nature à rapprocher les partis, et pourtant, il faut faire abstraction de ça. Quand je regarde les demandes qu'ils ont faites au niveau des lobbyistes, des demandes que ce soit de confidentialité, alors que la loi sur les lobbyistes, c'est justement une loi sur la clarté pour rendre ça, dans le fond, pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans les antichambres du Parlement. Rio Tinto veut faire ça en secret encore. Ça aussi, on trouve ça scandaleux. Comme les ententes secrètes, on se fait voler en plein jour. C'est des scandales, mais ça, faut que tu mettes ça dans ta poche d'en arrière. Est-ce que, dans l'esprit de Marc Maltais, de plus en plus, la stratégie d'RTA est claire, c'est de vous affamer puis faire en sorte que la pression monte au syndicat pour qu'on lâche du lest et qu'on accepte éventuellement de rentrer au bercail? C'est très certain que le facteur temps est un facteur qui risque d'avantager Rio Tinto. Parce que au moment où on se parle, en tout cas, après 3 mois, les données qu'on a officielles, là, Rio Tinto a fait 40 175 000 $ avec la vente de son électricité à Hydro-Québec. Au même moment, ils produisent aussi, mais 40 175 000 $ sans rien produire. C'est quoi le réel intérêt de cette compagnie-là de venir s'asseoir avec nous autres alors qu'ils font de l'argent encore? C'est pour ça qu'on peut pas arrêter de mettre de la pression sur les gouvernements pour rétablir l'équilibre des forces. Imaginez, en plus qu'ils font de l'argent comme ils font, là, on parlait de scandale tantôt, un autre scandale, l'utilisation de briseurs de grève, des SCAD. Ils sont dans un bar ouvert, ils font rentrer du monde qui n'ont pas le droit d'être là. Ça n'a pas de bon sens. Il faut rétablir cet équilibre-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une demande, nous autres, à la Cour supérieure, de nous ramener plus près des barrières pour nous permettre aussi de faire des vérifications sur l'application de l'article 109, justement, du Code du travail, pour empêcher l'utilisation de briseurs de grève. Tous ces grands processus-là visent justement à rétablir l'équilibre des forces qui, au moment où on se parle, effectivement, ça peut durer longtemps. C'est pour ça qu'il faut que les gouvernements se mouillent, il faut que la population se mouille, il faut qu'il y ait du mouvement, là, parce que là, on est en train de s'apercevoir que Rio Tinto, non seulement va appauvrir notre population, a même de discuter avec la démocratie, puis le fait qu'on fasse des débats, puis qu'on soit informé. Donc, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est justement, dans le fond, une remise à l'heure au niveau collectif. Alcan n'existe plus. Là, on a affaire à un géant minier qui est étranger, puis justement, qui a ses façons de faire bien à lui. Puis, encore, je vais me priver de les qualifier une autre fois. Le dossier des briseurs de grève, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que vous menez 3-0 là-dedans. Là. Ça a été reconnu officiellement. Marc Maltais fait quoi à partir de ce matin? À partir de ce matin, écoutez, j'ai pas le choix de continuer d'amasser des appuis, aller chercher du support. On va se battre sur tous les fronts, comme on l'a toujours bien fait. On a un front juridique qui est ouvert justement avec la Commission des relations du travail par rapport à nos 3 inspecteurs. On a un front politique qu'on va continuer. On a des représentations à faire à la Chambre, sur la colline parlementaire. On a une campagne internationale qui va se poursuivre encore. On va attaquer sur tous les fronts. On va être partout. Rio Tinto, comme on l'a dit, on n'aura pas le luxe de nous oublier pour nous autres. Puis encore dans la mesure, parce qu'on trouvait même, je dirais même pathétique d'entendre Rio Tinto se plaindre du fait qu'on fasse des manifestations puis qu'on bouge. Écoutez, là, le rapport de force le plus ultime, le plus grand moyen de pression qu'ils ont en leur possession est actuellement en cours, le lock-out. On ne se gênera pas de commencer à manifester, là.
Donc, nous, on va continuer qu'est-ce qu'on a à faire, puis on espère justement être capable de rétablir. Si on n'est pas capable de diminuer la force de Rio Tinto, c'est sûr qu'on va augmenter la nôtre, là. Donc, pour moi, en ce qui me concerne, en attendant justement une réelle volonté de Rio Tinto de mettre fin à ce lockout-là, puis encore là, je pense que c'est une question de volonté, parce que s'ils veulent négocier avec nous autres, qu'ils viennent s'asseoir, puis on va le régler, le conflit de travail. Mais je pense que c'est d'autres choses qui se passent. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est que cette compagnie-là veut carrément casser le syndicat ici, veut carrément nous appauvrir, veut carrément lancer un message aux autres installations, aux autres usines qui vont être les prochains. Donc, pour nous autres, on l'a toujours répété, en respect de ce que nos prédécesseurs ont gagné pour nous autres, puis surtout pour les générations futures, là, on ne laissera pas des jobs moins bonnes que celles qu'on a eu la chance. On va se battre. On a une usine qui est ultra moderne, on a une main-d'œuvre qui est qualifiée, on a un coût de production qui est les meilleurs au monde. On n'a aucune raison, nous autres, là, de commencer à permettre justement l'appauvrissement de la population dans ce contexte-là. Ce qu'on demande n'est pas exagéré. C'est une compagnie qui est capable de donner des bons salaires, de donner des bons emplois. On va continuer à revendiquer dans ce sens-là. Je discutais hier avec le maire d'Allemand, Marc Asselin. Lui aussi est fort inquiet là, de la tournure des événements au cours des derniers jours. On va en discuter avec lui tantôt. Marc Maltais, merci pour les explications. Et on va continuer à espérer, mais je t'avoue que les derniers jours, ça n'a pas été très, très encourageant. Ah, écoute, je suis de ton avis aussi, mais comme on le disait au début de ce conflit-là, ça peut, ou bien il va être très court, ou bien très long. Avec ce qu'on entend en plus de ce que le rumeur dit à l'intérieur de l'usine, on pense que ça peut durer encore plusieurs jours, plusieurs semaines même. Donc pour nous autres, c'est essentiel de continuer tous ensemble à mettre de la pression pour qu'il y ait une évolution positive pour tout le monde. Merci Marc Maltais. Ça fait plaisir. Bonne journée, président du syndicat des métallos 94-90, Marc Maltais. Salut.